Pour ce premier tutoriel sur le logiciel Photoshop, je vous propose un tour d'horizon de son interface et quelques petits exercices histoire de se familiariser avec ses outils, la palette calque et ses principales fonctions. Alors on va fonctionner pour ce tuto avec cette image de chien qui saute parmi les fleurs. Si vous ne l'avez pas en main, vous pouvez la télécharger à partir de la description de la vidéo sur YouTube, donc je l'ai mis sur Google Drive à votre attention. Aussi, vous n'avez peut-être pas la même interface que moi. Si c'est le cas, je vous propose d'aller cliquer dans le menu en haut, donc sur Fenêtre, aller cliquer sur Espace de travail et réinitialiser les indispensables. Alors je le fais et j'arrive à cette fenêtre qui devrait être la même pour vous. Personnellement, je n'ai pas besoin de la palette Bibliothèque, alors je vais l'éliminer et pour ça, je vais partir avec la palette et simplement cliquer sur le X pour l'enlever du conteneur de palette. Donc j'ai maintenant une belle surface de travail avec tous les éléments avec lesquels j'aime travailler dans Photoshop. Donc nous avons ici une image, évidemment dans la fenêtre d'image. Nous avons également un menu où se logent à peu près toutes les fonctions de Photoshop, donc on prendra la peine de regarder ça en détail un peu plus tard. Sous le menu, j'ai la barre d'options qui est associée à chacun des outils, c'est-à-dire que lorsque je clique sur un outil différent dans la palette d'outils qui est à gauche, eh bien j'ai des options là, supplémentaires qui sont associées directement à cet outil-là, donc une barre d'options qui se transforme au gré des outils que je vais utiliser pour travailler sur mon image. À droite de ma fenêtre se trouve le conteneur de palettes avec deux des plus importantes palettes de Photoshop, c'est-à-dire les calques, qui me permet de faire du montage à partir de plusieurs images, et la palette couleurs qui me permet évidemment de choisir des teintes, donc n'importe laquelle à l'intérieur du volume des couleurs. Donc je peux fonctionner avec le carré des couleurs ou encore avec le nuancier, donc qui travaille moins précisément mais plus rapidement que le carré des couleurs. Alors des palettes dans Photoshop, il y en a beaucoup, il y en a 30 en tout et elles sont toutes regroupées dans le menu Fenêtre ici. Donc ce sont les palettes qui font partie de cette liste et présentement celles qui sont visibles, elles sont cochées, donc notamment la palette calque et la palette couleur dont on vient de parler. Alors on va commencer avec une première manipulation, c'est-à-dire s'assurer qu'on travaille avec le bon format de l'image. C'est la première opération qu'on doit faire en tout temps lorsqu'on crée un nouveau document ou lorsqu'on ouvre une image existante. Et dans Photoshop, on accède à cette information-là en cliquant sur Image, Taille de l'image, et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît, dans laquelle je vois en premier lieu la dimension de pixels de mon image. Donc celle-ci mesure 1200 pixels en largeur, c'est-à-dire que j'ai 1200 colonnes de pixels que l'on multiplie par 843 lignes de pixels, donc c'est la hauteur du document, pour un total d'à peu près 1 million de pixels. C'est la grille là, qui compose l'ensemble de mon image. Alors ça semble être beaucoup, ça reste néanmoins une assez petite image. À titre de comparaison, mon appareil photo prend des images d'un peu plus de 3000 par 4000 pixels. On retrouve néanmoins souvent des images assez petites sur Internet parce que plus les images ont des dimensions de pixels petites, plus elles sont légères lors du téléchargement. La dimension de pixels, on veut autant que possible ne jamais la changer à partir du moment où on se met à travailler dans une image parce que si on l'augmente, on la rend floue et si on la diminue, on perd l'information. Bref, dans les deux cas, on détériore l'image. Si néanmoins on a besoin de changer la dimension de pixels de l'image, ça se fait, donc dans cette fenêtre-là, à condition que l'option rééchantillonnage soit cochée. On peut à ce moment-là choisir de visionner notre image en termes de pouces ou encore en termes de pixels. Donc on retrouve la même information des dimensions de pixels qui est transposée dans le format de l'image. On peut donc choisir ici, par exemple, de diminuer son format à 1000 pixels. Donc on voit que l'image a rapetissé un petit peu. Je vais revenir en arrière, CTRL Z, je retrouve ma boîte de dialogue parce que je veux insister davantage sur la différence entre la dimension de pixels et le format de l'image. Donc le format, c'est toutes les informations qui sont situées en dessous de la dimension de pixels. Le format,
s'adresse aux images qui vont être imprimées, alors que la dimension de pixels concerne l'image tant qu'elle reste au sein d'un ordinateur. Donc si vous créez une image numérique qui est destinée à être vue sur un écran d'ordinateur, la seule information dont vous avez vraiment à vous soucier, c'est sa dimension de pixels. Cela dit, un pixel, ça n'a pas de mesure en soi. On sait que c'est petit, on sait qu'on peut à peine le voir, mais au fond, pour un ordinateur, un pixel, c'est juste une donnée dans une grille, ça n'a pas de dimension. La dimension du pixel, elle est déterminée par l'écran de l'ordinateur. Donc moi j'ai un écran en HD, il en affiche 1920 en largeur par 1080 avec une diagonale d'à peu près 17 pouces. Bref, mes pixels ont une certaine grosseur pour s'adapter à ça. Chaque écran, chaque génération d'écran a des pixels de grosseur différente et plus les écrans avancent avec la 4K, avec les écrans Ultra HD, ben plus les pixels deviennent petits pour avoir des résolutions de plus en plus fines puis avoir un confort visuel de plus en plus grand. Bon, bref, un pixel, c'est juste une donnée dans une grille. Alors, lorsqu'on veut l'imprimer, ben, il faut qu'on dise à l'imprimante quelle dimension notre image va avoir et en conséquence, quelle va être la grosseur du pixel. Donc ça se fait par le format, ici. Je vais retourner en pouces. Voilà, pour constater que mon image présentement, elle est très large, donc elle a une largeur de 11 par 16 pouces. Là, c'est trop gros pour rentrer sur une feuille normale. Par contre, sa résolution, donc le nombre de pixels qui vont être placés dans chaque pouce carré est assez basse. Un standard pour les imprimantes, c'est d'y aller avec une résolution de 300 pixels par pouce. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va changer la résolution. Je vous demande de le faire avec moi pour la mettre à 300 pixels par pouce. Par contre, présentement, si je change ma résolution, je vais changer ma dimension de pixels de l'image. Alors, je veux conserver ma même dimension de pixels et je veux changer ma résolution. Pour cela, je vais décocher l'option rééchantillonnage. Donc, lorsque je vais indiquer 300 pixels par pouce, je vois que le format de mon image imprimée va diminuer pour s'ajuster. Il y a donc une relation entre la résolution et le format d'impression, ou encore il y a une relation entre la résolution et la dimension de pixels. Enfin, ces données-là sont toutes interreliées. Alors je vais choisir par l'option rééchantillonnage laquelle des données je vais affecter en changeant ma résolution, c'est-à-dire soit le format d'impression de mon document, soit carrément la dimension de pixels de mon image. Enfin, pour le moment, assurez-vous d'avoir une image de 4 pouces par 2,81 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce et on valide en pesant sur OK. On remarque aussi que mon image n'a pas changé de grandeur dans mon écran parce que j'ai pas touché à sa dimension de pixels. Alors c'est parfait comme ça, on est prêt à continuer et on va aller maintenant faire un tour du côté de notre palette calque. Alors je vois que c'est une image qui a été réalisée en superposant plusieurs images. Donc j'ai sélectionné présentement le calque arrière-plan blanc et on va faire le tour des différents calques en cochant donc sur l'œil pour les voiler progressivement. Donc ça va nous permettre de voir là, quelle est l'information contenue sur chacun des calques. Donc en faisant disparaître mon calque arrière-plan blanc, je vois un carrelage donc composé là, de petits carrés gris et blancs. C'est le symbole que Photoshop utilise pour signifier la transparence. Donc présentement j'ai un chien et des fleurs sur un fond transparent. Je vais montrer à nouveau le calque. Je vais cliquer sur le deuxième œil, le calque ombre portée. Donc je constate que c'est simplement une petite ombre que j'ai au sol. Le troisième calque intitulé fleurs arrière-plan. Donc c'est un premier niveau de fleurs. J'ai par la suite un chien qui est superposé par-dessus les fleurs. J'ai un troisième calque d'information, donc avec des fleurs en premier plan. Et finalement, j'ai deux derniers calques qui sont présentement voilés. Donc ici, une photo complète avec une fleur qu'on va détourer dans quelques instants pour pouvoir l'ajouter à notre image. Et j'ai un dernier calque qui sont les crédits pour les photos libres de droit. Donc je voulais mentionner dans ce tutoriel. Alors allons-y avec un exercice très simple. Je vais
montrer le calque fleur à sélectionner et je vais également cliquer sur ce calque. Donc on voit maintenant que ce calque est en gris pâle, ce qui signifie que dorénavant je vais travailler sur ce calque-là et non pas sur les calques autour de moi. Donc on va explorer les outils de sélection dans Photoshop de façon à sélectionner cette rose et en éliminer le fond pour pouvoir venir la placer sur l'image qu'on réalise. Allons-y avec l'outil le plus intuitif, c'est-à-dire le lasso de sélection. Je viens le sélectionner, il est situé en troisième lieu dans ma palette d'outils. S'il n'apparaît pas, c'est peut-être que le lasso magnétique ou le lasso polygonal apparaît à la place. Donc, je vous propose de cliquer sur le petit triangle dans le coin inférieur droit de l'icône. Pendant un certain temps, vous allez voir là, les outils qui lui sont associés apparaître. Donc, on va rester uniquement avec l'outil lasso pour le moment. Donc, je peux tout simplement détourer mon objet avec l'outil lasso de sélection. Donc, vous avez déjà vu cet outil-là dans Sketchbook. Alors, il fonctionne de la même manière dans Photoshop. Je vais faire un détourage assez grossier pour le moment. Voilà, et j'ai également mon petit filet donc qui vibre, qui m'indique que mon objet est en sélection. Alors, j'agrandis ma fenêtre, je le fais en enfonçant la touche Alt et en jouant avec la molette de la souris. C'est assez commun aussi à l'ensemble des logiciels. Et je peux me déplacer en enfonçant ma barre d'espacement et en cliquant avec le clic gauche de ma souris de façon à pouvoir me déplacer librement dans ma fenêtre. Alors, je vais venir préciser un peu les contours de ma fleur et vous remarquerez que dans ma barre d'options associée à mon lasso de sélection, j'ai ici mon gestionnaire des sélections, donc qui est également commun là, à bien des logiciels. Donc, je vais sélectionner ma deuxième option qui est le fait d'additionner les sélections pour venir ajouter des sélections et je vais sélectionner ma troisième option qui est la soustraction de sélection pour venir en enlever là où j'en ai pas besoin. Donc je ne veux pas faire un travail impeccable, c'est vraiment une introduction, je suis satisfait là, de la sélection que j'ai fait présentement. Alors je vais tout simplement faire un copier-coller de cette image là. Donc je suis bien sûr sur le calque fleur à sélectionner. J'enfonce les touches CTRL-C, CTRL-V et voilà que Photoshop m'a créé un nouveau calque, donc en venant coller l'information qui était sélectionnée sur le calque précédent. Alors le calque précédent, je le prends, je le jette et j'ai maintenant détouré une fleur. Fleur que je vais aller positionner ailleurs dans mon image. Alors je vais pour cela saisir un autre outil indispensable qui est l'outil de déplacement, donc le premier outil en haut de la palette. Je vais prendre ma fleur et je vais l'amener un peu plus haut dans mon image. Bon, remarquez, ma fleur est un peu grosse présentement, je veux la rapetisser un peu. Alors je vais aller faire un tour du côté d'une autre option, c'est-à-dire que associé à l'outil déplacement, j'ai ici l'option de transformation. Alors je vais venir cocher l'option de transformation. Et j'ai ma boîte avec des poignées qui apparaît autour de ma forme. Ma fleur va se comporter un peu comme un objet vectoriel dorénavant. Là, je suis capable de manipuler la poignée. Donc, je vais rapetisser ou agrandir ma fleur. Donc, je peux y aller librement en saisissant un coin. Et je peux contraindre également mes rapports largeur-hauteur à être les mêmes en enfonçant la touche majuscule. Donc dans Photoshop, on utilise majuscule pour contraindre les rapports largeur-hauteur à rester les mêmes. Ce qui fait que je vais aller placer ma fleur un peu plus petite dans l'eau de mon image et je valide ma transformation en pesant sur Enter. Alors j'ai ici ma boîte de transformation qui apparaît parce qu'elle est encore cochée dans ma barre d'options associée à mon outil déplacement. Si je ne veux plus la voir apparaître, je vais tout simplement décocher l'option de transformation. Alors je vous propose deux dernières interventions pour terminer ce tutoriel. La première est de colorer l'arrière-plan de l'image. Alors pour cela, on va
sélectionner le calque arrière-plan et dans mon carré des couleurs, je vais aller choisir une nouvelle couleur, donc disons un petit turquoise que je veux appliquer grâce à l'outil pot de peinture. Donc il se trouve dans ma palette d'outils à peu près au centre. C'est le pot là, penché avec une petite goutte de peinture qui s'en échappe. Si vous ne le voyez pas, c'est peut-être que vous voyez présentement l'outil dégradé. Donc pour retrouver un outil, on clique dessus pendant un certain temps et on retrouve les outils qui lui sont apparentés et ça nous permet d'aller retrouver l'outil pot de peinture là, si il n'était pas accessible. Donc je n'ai plus qu'à cliquer dans mon image pour le couvrir de ce turquoise qui donne un air très frais, là, très estival à ma composition. Alors dernière opération, on va enregistrer l'image. Pour cela, on va aller dans Fichier, Enregistrer sous, afin de pouvoir changer le format d'enregistrement de l'image. Donc par défaut, Photoshop nous offre d'enregistrer notre image en PSD. C'est le format natif, là, ça veut dire Photoshop Document. Si je l'enregistre dans ce format-là, je vais pouvoir retrouver mon image avec toutes ses calques, toutes ses caractéristiques actuelles. Donc c'est vraiment le format de travail afin de pouvoir reprendre là où je m'arrête maintenant un peu plus tard. Cependant, ce n'est pas un format de partage, donc des PSD, ça ne peut être lu que par le logiciel Photoshop ou des logiciels là, de dessin. Donc, je vais plutôt aller choisir le format JPEG, qui est un format de compression qui me permet de alléger de beaucoup le poids de mon image. Et tiens, je vais la renommer, donc avec mon nom de famille, prénom. Et Photoshop m'offre une dernière fenêtre d'options. Je dois choisir le format de compression de mon JPEG. Donc, j'ai un curseur ici. Si je le déplace à droite, mon image est très peu compressée et elle est plus lourde. Donc, elle va mesurer, dans ce cas-là, 636 kilooctets. Si je glisse mon curseur vers la gauche, je compresse mon image énormément et on voit qu'elle perd énormément en qualité, les couleurs sont faussées, les frontières entre les différentes formes deviennent un peu brouillées. Donc je vais plutôt choisir un compromis. Une qualité de 9, là, c'est généralement un bon choix. Je vois par rapport à ma qualité maximale que mon image est maintenant 2 fois plus légère. Elle mesure 264 kilooctets et j'ai pas vu de différence en termes de qualité dans mon écran. Donc, ça m'apparaît être une bonne compression là, pour partager des images. Je n'ai plus qu'à valider. OK. Et je pourrais maintenant fermer Photoshop. Et je vois que Photoshop me demande d'enregistrer mon image à nouveau. Donc le fait de l'avoir enregistré en JPEG pour Photoshop ne constitue pas un enregistrement là, qui est adéquat. Il me demande là, si je veux conserver une copie en PSD avant de fermer mon image, afin de pouvoir la retrouver là, dans toutes ses caractéristiques. Ce que je vais faire, donc j'en conserve une copie en PSD. Et donc ça termine maintenant ce tutoriel. On se retrouve donc pour un prochain où on va aller un petit peu plus loin dans l'apprentissage logiciel.